Et poursuivons avec vous, Jean de Glignasti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Alors, vous êtes également l'auteur d'un tout dernier livre, La Russie au nouvel échiquier, aux éditions Erol, un livre dans lequel vous consacrez tout un chapitre à la nostalgie de l'Empire. On a beaucoup parlé de la nostalgie de Vladimir Poutine en début de guerre. 8 mois après, on y est toujours. Ben oui, sauf que les difficultés s'accumulent. Euh, Poutine a toujours essayé d'établir une espèce de continuité dans l'histoire russe en gommant les aspérités les plus dures et les plus insupportables entre l'empire des tsars, l'empire soviétique et son propre régime. Et cette continuité, c'est quoi? C'est évidemment la défense de l'empire en tant que d'abord empire territorial et zone d'influence de la Russie. Et donc l'Ukraine est un avatar, une péripétie de ce grand dessein qui consiste à effacer ce qu'il estime être les erreurs de la période Gorbatchev-Eltsine et rendre à la Russie sa zone d'influence telle qu'elle était dans l'histoire, y compris soviétique et y compris tsariste, enfin l'Empire. Vous posez la question de savoir si Vladimir Poutine applique la stratégie du fou. Qu'entendez-vous par là? La stratégie du fou, on le trouve dans le... en gros, pour résumer, c'est « retenez-moi, je fais un malheur ». Et le malheur, c'est le malheur nucléaire. Elle a été utilisée par Nixon dans le passé pour obtenir une négociation avec les Vietnamiens. Ça consiste à dire, si je perds ou si on refuse de négocier avec moi, je peux recourir à l'arme absolue, l'arme nucléaire. Donc c'est de dire, je ne suis pas entièrement rationnel, donc je peux faire n'importe quoi, donc soyez gentils avec moi. En gros, c'est ça ce que Et le ça veut dire. vice-président russe l'a dit encore mardi que la menace justement nucléaire pourrait être une nouvelle fois brandie. La Russie qui accuse également l'Ukraine de préparer une bombe sale. C'est du donnant-donnant de la part des Russes et des Ukrainiens? Alors, en ce qui concerne la bombe sale, c'est une problématique un peu différente parce que c'est pas vraiment une arme nucléaire, c'est de l'explosif normal et on met des saletés autour pour contaminer une zone. Il n'y a pas de mort, en tout cas des morts lentes peut-être. Donc le fait d'accuser l'Ukraine de préparer une bombe sale, ça veut dire d'une part que l'Ukraine est un pays terroriste parce que c'est une arme du pauvre, c'est une arme qui est utilisée, qui pourrait être utilisée, elle ne l'a jamais été, mais pour des actions terroristes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de montrer que la Russie, puisque, comme vous le savez, le ministère de la Défense a appelé ses homologues français, américains, anglais, c'est de montrer que la Russie est une puissance responsable, une puissance nucléaire, une puissance dotée, comme on dit dans le cadre du TNP, et qu'elle se préoccupe des risques d'utilisation inappropriée de l'arme nucléaire, même à ce niveau assez faible qu'est la bombe sale. Alors il y a la perspective du G20 également à Bali, en Indonésie, à la mi-novembre là. Vladimir Poutine y sera-t-il ou n'y sera-t-il pas? En tout cas, il a été invité par le président indonésien Widodo. Que peut-il dire, lui qui est devenu le paria de la scène internationale? Quelle position doit-il avoir? Mais justement, démontrer qu'il n'est pas le paria de la société internationale. Donc y aller. Parce que, alors moi je ne sais pas, il a dit qu'il serait probable qu'il y aille, mais c'est très difficile de dire s'il va y aller maintenant. En fait, on voit très bien qu'au G20, le G20 est partagé sur la question ukrainienne. Vous avez pratiquement la moitié de ses membres qui considèrent que c'est une affaire d'occidentaux, pardon. Et donc qui n'applique pas les sanctions. Et peut-être que Poutine trouvera un avantage à montrer qu'il n'est pas si isolé que ça et qu'il parle à l'Indonésie, à la Chine, à l'Inde, qui sont au Mexique, qui sont membres du G20. Donc il peut trouver un avantage diplomatique à montrer qu'il n'est pas isolé, justement. L'Indonésie qui a également invité Volodymyr Zelensky, qui lui a dit qu'il n'irait pas si Poutine y va. Il y a cette neutralité de certains pays que vous évoquez à l'instant. Oui, tout à fait. Et alors, effectivement, en disant qu'il n'irait pas, Zelensky marque un point, si je puis dire. En même temps, il peut apparaître sur un écran
Voilà. Est-ce que justement, ça serait pas une façon d'inciter indirectement Poutine à y aller, puisque Zelensky n'y sera pas? Je ne sais pas. C'est très difficile de dire. Une toute dernière question sur la logistique de terrain en ce moment, à l'approche de l'hiver. Est-ce que cela sera favorable pour les forces de Moscou, favorable pour les forces ukrainiennes qui avancent, on le voit, dans l'Est? Quel est votre avis sur la chose? Alors, l'hiver n'est pas un obstacle en soi à partir du moment où les troupes sont bien équipées. Donc effectivement, si les Russes, comme on a l'air de le dire, sont mal équipés pour l'hiver, n'ont pas les doudounes qu'il faut, etc., c'est un désavantage. Mais sur le fond, l'hiver, c'est plutôt neutre. Sur le sol gelé, les chars manœuvrent. Et je dirais même que ce serait presque un avantage paradoxalement pour les assaillants. En revanche, nous sommes entrés dans la saison des pluies, et là vous avez 1 mètre de boue, et là les assaillants sont désavantagés. C'est plutôt une prime pour le défenseur qui peut préparer ses défenses, s'enterrer, se mettre dans des blocos, etc. Donc en fait c'est plutôt l'automne, ou ce qu'ils appellent la rasputitsa, c'est-à-dire le sol détrempé et la boue qui gênent les opérations militaires. Merci beaucoup Jean de Glignasti d'avoir été avec nous. Rappelons que vous étiez ambassadeur de France en Russie et que vous êtes actuellement directeur de recherche à l'IRIS. Merci d'avoir été avec nous. En Inde,